Ok, on est parti. Alors comme je ne sais pas où le groupe 2 s'est arrêté, je vais reprendre à ce transparent-là sur la sémantique de la logique des prédicats. Donc on avait vu pour le langage des propositions que la sémantique c'était simple, on passait par des tables de vérité. Alors ces tables de vérité pouvaient devenir très rapidement très grandes, puisque comme on avait vu, s'il y a n propositions atomiques, le nombre de lignes c'était 2 puissance n. Alors malgré tout, c'est vrai que ça ne nous avait pas arrêté avec les SAT solvers pour pouvoir s'attaquer à certains problèmes de grande taille. Genre on avait vu le sudoku, on avait vu le problème des 8 rennes, donc où n, par exemple pour le sudoku, c'était de l'ordre de 900, et les SAT solvers modernes peuvent attaquer des problèmes jusqu'à 1 million de variables. Mais bon, dans le langage des prédicats maintenant, le problème c'est que il y a une infinité d'interprétations. Donc si je reprends la formule qu'on avait ici. Donc pour une formule donnée, pour lui donner un sens, il va falloir interpréter les différents symboles qu'il y a dedans. Donc si on regarde, il y a des symboles qui sont fixes, leur sens est fixe, comme le pour tout, le il existe, le implique, le ou. Donc ça c'est fixé, ça ne dépend pas de la formule. Par contre, maintenant il y a des symboles comme le symbole de prédicat P ou R ici, ou le symbole de fonction f, la constante a, il faut leur donner un sens. Donc pour leur donner un sens, en fait, on va définir un domaine. Donc un domaine, on peut prendre ce qu'on veut. Donc ça peut être un domaine. Alors pas tout à fait ce qu'on veut parce que le domaine ne doit pas être vide. Mais sinon, le domaine, ça peut être un ensemble fini, infini dénombrable, infini non dénombrable, etc. Donc on pourrait prendre par exemple ici, je ne sais pas, les nombres 0, 1, 2. Donc ça serait un domaine particulier. Et il faudrait donner un sens à nos prédicats, à nos fonctions, à nos constantes sur ce domaine-là. Donc là, c'est notre univers de discours. Les objets vont prendre des valeurs dans ce domaine-là. Donc on pourrait dire par exemple que la constante A, c'est associé, je sais pas, à 2. On pourrait dire ensuite que le prédicat P, par exemple, P de 0, on pourrait dire que c'est faux. On pourrait dire que P de 1, c'est vrai, etc. Donc on va donner un sens pour tous les éléments du domaine au prédicat. Donc là, il faudrait encore donner un sens pour 2. Donc P de 2 égale faux, par exemple. Et pareil pour R qui est un prédicat, il faudra faire la même chose qu'avec P. Ensuite, la fonction f, elle prend 4 arguments, donc il va falloir faire toutes les combos en fait de 0, 1, 2. Donc ça, par exemple, on pourrait avoir 0, 0, 0, 0. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc par exemple, je sais pas, 0. Mais il va falloir faire ça pour toutes les combos. Donc 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc 27 combinaisons. Je ne sais pas compter. 3 fois 3, 9 fois 3, 27 fois 3, 81. Ouais, ça doit être ça. Donc les 81 combos. Mais bien sûr, ça c'est une interprétation possible. Maintenant, je pourrais prendre par exemple D égale, je sais pas, des couleurs par exemple, rouge, vert, bleu, orange. Voilà, par exemple. Alors bleu, je sais plus comment c'est écrit. La couleur bleue, ça doit être avec un E. Bon, bref. Mais aussi, on pourrait avoir un ensemble, je sais pas, D pourrait être égal à R, D pourrait être égal à P de R, donc l'ensemble des parties de R, etc., etc. Donc on voit, on ne peut pas balayer toutes les interprétations puisqu'il y en a une infinité. Donc ça va être ça la difficulté. Et si vous vous rappelez, je vous disais, quand on regardait le langage des propositions, oui, ok, avec l'étape de vérité, on peut tout faire, mais on fait les démonstrations parce que ça sera la seule chose qu'on pourra utiliser dans les prédicats. Donc pour pouvoir montrer en fait qu'une formule, par exemple, est une tautologie, donc est vraie dans n'importe quelle interprétation, on fera des démonstrations. Alors, si on continue, donc voilà, ce transparent-là, c'est ce que je viens de vous dire. On doit donner en fait un domaine, ce qu'on a vu, donc ce qu'on vient de voir, et il doit juste ne pas être vide, donc non vide. Et pour chaque symbole de fonction, pardon, donc ouais, je vous rappelle ici qu'une constante, c'est juste une fonction d'arrêté 0, donc sans argument, et on doit interpréter, c'est-à-dire pour toutes les combinaisons d'entrée de la fonction, donc chaque
chaque élément appartenant à D, eh ben, on donne la valeur correspondante dans D, donc dans notre domaine d'interprétation. Et pareil pour les prédicats, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, il faut l'interpréter aussi, donc pour chaque combo d'entrée, on donne une valeur dans faux ou vrai. Donc voilà, alors ce que je vais montrer maintenant, c'est en OCaml comment représenter une interprétation. Donc bien sûr en OCaml, je vais devoir représenter des domaines simplement finis, mais bon, de manière générale, bien sûr, comme on a vu, un domaine peut être infini. Alors, juste pour donner un petit exemple, on a ici une formule et il va falloir interpréter les différents symboles. Donc ici, la relation, le prédicat R, le prédicat T, la fonction F et la constante A. Donc comme j'expliquais, oui, les constantes, alors en DS, je dirais explicitement quand un symbole est une constante, mais généralement c'est les premières lettres de l'alphabet et les variables c'est plutôt les dernières lettres. Donc ici, on interprète notre domaine de discours, c'est les antinaturels. La fonction f, on va l'interpréter ici comme la fonction successeur. Donc la constante a, ça va être 10. La relation r, c'est être supérieur ou égal à 8. Et la relation t, c'est être strictement supérieur. Donc entre les deux éléments ici. Donc si on réécrit ça avec justement cette interprétation, on va obtenir quoi? Donc on va obtenir pour tout x, donc r c'était supérieur ou égal à 8, donc x supérieur ou égal à 8, ça implique que quoi? Donc t c'est strictement supérieur, donc on met là, et f de x c'est x plus 1, donc x plus 1 strictement supérieur à la constante a qui vaut 10. Donc est-ce que cette formule-là est vraie? Donc non, puisque si on prend x vaut égal 9, on a 9 est bien supérieur ou égal à 8, et 9 plus 1 vaut 10, n'est pas strictement supérieur à 10. Donc on voit que cette formule-là, du coup, dans l'interprétation donnée ici, elle est fausse. Mais on pourrait trouver une interprétation qui rende vraie cette formule-là. Donc voilà une autre interprétation pour montrer qu'on peut vraiment prendre n'importe quoi. Et voilà donc la difficulté pour dire si une formule est toujours vraie. Il faut qu'elle soit vraie pour n'importe quelle interprétation. Ok, donc en OCaml maintenant, pour donner un petit exemple. Alors, je vais juste présenter un truc. Alors, c'est sous Moodle. Voilà, ici. Donc, vous avez code du cours. Tout ça. Donc, tout ça. Et vous avez les différentes instructions pour installer. Donc, ici, vous récupérez les sources. Donc, vous avez les sources ici. Vous dézippez. Vous allez dans Logique et après vous lancez avec Docker. Du coup, normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être indépendant de votre environnement. Et ensuite, plus qu'à lancer ça. Donc, rlwrap OCaml, vous avez l'habitude. Et ensuite, par exemple, pour les propositions, utilisez ça. Donc, moi, je l'ai lancé ici. Et ce que j'ai fait, c'est use predicate. Donc, ça vous lance tout ça. Et après, on a tout à dispo. Donc voilà, j'ai fait toutes ces étapes, tout ça. Et là, ce que j'ai fait, c'est cette étape-là, sauf que j'ai mis predicate au lieu de proposition, vu qu'on est dans les prédicats maintenant. Donc en passant, vous avez aussi le SAT Solver ici. Et ça, je le présenterai tout à l'heure ou alors dans la prochaine vidéo. Donc c'est un outil pour justement faire les démonstrations automatiquement avec la résolution. Ok, donc en OCaml, voilà un petit exemple. Donc ici, on va donner donc une interprétation. Donc ici, ça va être l'interprétation modulo. Donc ici, modulo, d'ailleurs, modulo 4. Donc on doit interpréter, déjà on doit donner le domaine de discours. Donc ici, le domaine de définition, c'est 0, 1, 2 ou 3. Donc les valeurs possibles modulo 4.
Ensuite, on a quelque chose qui nous permet d'interpréter les fonctions et les prédicats. Donc dans cette formule, j'ai comme fonction, donc j'ai 0. Alors c'est une constante, donc c'est une fonction d'arité 0. Et j'ai 1 aussi. J'ai aussi le plus ici. Donc il va falloir que j'interprète ces différents éléments. Alors j'ai oublié, il y a le fois, oui, ici aussi. Donc ici, func, cette fonction-là, elle prend justement le nom de la fonction. Donc ici, ça pourra être soit 0, soit 1, soit plus, soit fois. Donc la chaîne de caractères qui représente le nom de cette fonction-là. Et la liste des arguments qui ont déjà été interprétés. Donc là, on voit qu'on fait un match sur la fonction et les arguments. Donc si la fonction, c'est la constante 0, bah, je ne dois pas avoir d'argument normalement. Et je rends la valeur au camel 0. Si c'est la constante 1, pareil, la valeur 1 d'OCaml. Ensuite, le plus, donc x et y ont déjà été interprétés. Donc je fais juste x plus y et mod 4, donc modulo 4. Mod ici, c'est la fonction modulo en OCaml. Pour le fois, pareil. Donc tout ça, ça m'a permis d'interpréter les symboles de fonction. Maintenant ici pour les symboles de prédicat, donc je regarde, donc pred c'est ma fonction qui me permet d'interpréter. Je prends ici la chaîne de caractères qui représente le prédicat et les arguments déjà interprétés. Alors ici, il n'y a qu'un prédicat, le égal, donc ici aussi, et donc on l'interprète avec le égal de OCaml ici. Donc voilà, donc ça va nous définir une interprétation en OCaml. Donc avec un domaine ici qui sera fini. Donc si jamais vous n'avez pas fait cet exercice encore, du coup, faites-le. Donc vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo. Donc ok, donc on voudrait ici représenter une algèbre de Boole. Donc vrai ou faux avec les ou. Donc ça sera un et, ça sera un ou, ça sera le faux et ça sera le vrai. Donc je vais vous montrer le code de ça. Alors, oui, alors ici vous pouvez reconnaître le code qui permet le type pour les termes qu'on avait vu tout au début. Donc un terme c'est une variable ou une fonction. Et on peut reconnaître aussi ici les prédicats avec le nom du prédicat et les arguments. Ok, donc maintenant on va chercher l'interprétation pour l'algèbre de Boole. Ok, donc notre interprétation, elle est ici. Et on voit ce que ça fait, c'est le 0, ben, c'est interprété en faux. Le 1, c'est la valeur OCaml vraie. Alors le plus, alors en fait, c'est pas la même interprétation que je donne dans l'exercice. Parce que là, il représente... Tiens, est-ce que vous reconnaissez ce qu'il représente par ça? On note x égale y. Donc en fait, ça va être le ou exclusif, puisque si les valeurs sont égales, il rend faux, et sinon, il rend vrai. Donc c'est le... Tiens, il l'a interprété comme le ou exclusif. Donc nous, si on voulait l'interpréter comme le ou, on ne mettrait pas ça, on mettrait juste x ou y. Et alors, oui, ici pour le fois, il l'interprète bien comme le et. Alors ça, c'est obsolète maintenant. C'est comme en C ou en Java, c'est comme ça. Donc d'ailleurs, il y aura un message qui dira que c'est deprecated, ce truc-là. Ensuite, pareil pour le égal, c'est interprété de la même manière. Et puis notre ensemble, notre domaine, c'est juste vrai, faux et vrai. Donc voilà une interprétation. Mais ouais, lui, il l'a interprété le plus comme le ou exclusif. Donc nous, pour la solution, moi ce que j'attendais, c'était bien celui-là. Donc maintenant, on va regarder la notion d'environnement. Donc je vous rappelle, ici, donc, on avait vu, l'interprétation, c'est ce qu'on vient de voir. Donc on donne un sens aux différents symboles de fonction et de prédicat, et on donne justement le domaine, donc le domaine D, ce qu'on avait vu. Mais il nous faut aussi un environnement si jamais on a des variables qui sont libres. Donc, si j'ai une formule, par exemple, tout x, p de x, y, dans cette formule, x est bien lié donc à ça, mais là, y est libre. Donc, il faut lui donner
un sens. Donc on va associer à y un élément du domaine. Donc c'est ça la notion d'environnement. Maintenant, vous avez l'habitude des environnements, en fait, si on regarde dans les langages de programmation. Si par exemple, j'ai une variable globale ici, x égale 42, et maintenant j'ai une fonction, donc je sais pas, la fonction f, elle prendrait en paramètre un argument, et elle me rend par exemple n plus x. Donc ici, n, donc ce n là, il est lié à celui-là. Donc on voit que c'est un peu la même notion qu'avec le pour-tout. Et le x qui est là, ben, il faut aller le chercher dans l'environnement, c'est celui-là. Donc il n'est pas défini dans notre fonction, ni en variable locale par ici, ni dans un paramètre. Donc c'est pareil, l'environnement, ça va nous permettre de donner ce genre de choses. Donc dans les formules, quand une variable n'est pas liée, donc n'est pas liée par un quantificateur. Donc c'est ce qu'on décrit ici. Donc une environnement, tiens. Un environnement, c'est une fonction de l'ensemble des variables dans le domaine de l'interprétation, donc le domaine qu'on aura défini. Donc juste, ça c'est dans le code OCaml fourni. Quand on a un environnement E, donc ça va être une fonction justement qui va, pour une variable donnée, nous donner un élément du domaine. Bah, si je veux associer à une autre variable un autre élément du domaine A, bah, je dis bah, je garde mon ancien environnement, mais je lui ajoute ce lien-là entre x donne A. Et si jamais dans l'environnement E, il y avait déjà une liaison x donne quelque chose d'autre, bah, c'est celle-là qui est utilisée à la place. Donc si on regarde dans le code, ce que ça donne. Donc par exemple ça. Donc là ici en fait on définit undefined dans le code de l'auteur, c'est un environnement vide, sans aucune liaison. Et là je rajoute la liaison à x, je rends 1. Donc si on fait ça, maintenant je peux appliquer cette fonction-là à x par exemple. Donc je devrais avoir 1, donc j'ai bien 1. Donc apply c'est juste, voilà, j'applique à cette fonction-là x. Alors pourquoi l'auteur en fait il utilise des fonctions un peu spéciales, ce genre de choses, au lieu d'utiliser les fonctions OCaml, c'est que ça permet de comparer facilement des fonctions. Donc de manière générale on ne peut pas comparer des fonctions, donc en OCaml si vous essayez de comparer par exemple, donc si on essaie de comparer ces deux fonctions en OCaml, voilà, il nous dit je ne peux pas comparer des fonctions entre elles. Donc l'auteur en fait lui il a fait une structure de données, c'est une sorte de map, et du coup il peut comparer comme ça des fonctions entre elles. Donc voilà comment utiliser ce genre de choses. Donc ce qui est ici. Donc maintenant, quelle est la valeur d'un terme? Donc la valeur d'un terme dans une interprétation donnée, donc ici, et pour un environnement donné. Donc si jamais c'est une variable, le terme, eh ben, on applique juste l'environnement sur cette variable pour nous donner la liaison associée à x. Maintenant, si jamais c'est une fonction, donc qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord ici, vous voyez, on interprète la fonction, donc c'est f de m, c'est l'interprétation de la fonction, et on appelle récursivement sur chacun des arguments. Donc ici, oui, bon, x c'est une variable, et je vous rappelle que une fonction d'arité 0, ça représente une constante. Alors, à vous de jouer pour écrire termval. Donc termval prend l'interprétation, donc ça va être en OCaml, donc bien sûr notre domaine sera fini, l'environnement et le terme. Donc oui, pour appliquer, comme je vous ai dit, comment dire, ici on l'a vu là, voilà,
Donc c'est apply pour appliquer. Donc f, ce sera notre environnement, et la variable ici. Ok, donc la solution, on va aller revoir le code. Donc le code est ici. Donc si on voit que le terme, on match sur le terme ici. Si c'est une variable, eh ben on applique. Donc on cherche dans notre environnement. Bon, on aurait pu l'appeler E ici, mais bon. Dans l'environnement, on cherche la variable X. Ensuite, si jamais c'est une fonction, eh ben, on utilise, vous vous rappelez, func qui permet d'interpréter la fonction f ici, qui est une chaîne de caractères. Et ensuite, il ne faut pas oublier d'interpréter ici tous les arguments. Donc on utilise le map. Donc je rappelle, map d'une fonction, par exemple, x donne x plus 1 à la liste 1, 2, 10. Ça va nous rendre la liste. Donc il applique la fonction ici à tous les éléments de la liste. Et on obtient 2, 3 et 11. Donc voilà, on fait le map qui va appliquer quoi? Term val. Donc term val, on lui redonne notre interprétation ici. Et l'environnement, il ne faut pas oublier, ici. Et on applique ça à la liste des arguments. Donc si on regarde, par exemple, ici, on utilise notre interprétation modulo 4. Donc l'environnement au début, là, notre environnement, on dit qu'il n'y a rien dedans. Et on essaye d'interpréter ça. Donc on voit que 4 modulo 4, ça nous rend bien 0. Donc on a bien interprété, donc on a bien, pour un terme, il faut obtenir un élément du domaine. Donc ici, 0. Donc pareil, maintenant pour l'interprétation modulo 4, pareil. Donc cette fois-ci, il associe à x la valeur 0. Et du coup, ici, ça va être remplacé par 0. Et on a bien 3 comme résultat. Donc maintenant, pour donner la valeur d'une formule. Donc ça y est, on peut enfin maintenant faire l'équivalent un peu de nos tables de vérité. Mais ici, c'est pour une interprétation donnée. Donc ça serait, pour essayer de faire le lien avec les tables de vérité, c'est comme si c'était une ligne en fait de la table de vérité. Mais bon, ici, on a une infinité d'interprétations. Donc on doit donner aussi un environnement. L'environnement, il est nécessaire en fait si dans la formule, il y a des variables qui sont libres. Et donc là, on passe tous les cas. Donc si jamais, ça je vous rappelle, c'est pour faux, bah, ça de toute façon c'est indépendant de l'interprétation et de l'environnement, c'est toujours faux. Ici c'est pour le vrai, donc c'est pareil, indépendant de l'interprétation et de l'environnement, c'est toujours vrai. Maintenant, quand on veut interpréter, voir si la relation est vraie, eh ben, on interprète. Donc R, dans notre interprétation, c'est R de M. Et il ne faut pas oublier, grâce à notre intervalle qu'on vient de faire précédemment, de récupérer la valeur du domaine associée à chacun des termes. Donc on fait ça pour le premier terme, pour le deuxième terme, enfin pour le deuxième terme, etc., jusqu'au dernier terme. Et comme R, bah, dans notre interprétation, on sait la valeur de vérité pour n'importe quelle combinaison des entrées, bah, on pourra donner la valeur vrai ou faux pour ça. Ensuite, quand on rencontre la négation d'une formule, eh ben, récursivement, on appelle sur la formule P et on fait un note de tout ça. Ensuite, le et, c'est pareil. Encore une fois, on appelle récursivement et on fait un et. Pour le ou, pareil, un ou. Ici, il implique, bah, comme on avait vu, je vous rappelle, P implique Q, c'est pareil que non P ou Q. C'est ce qui est utilisé ici. Équivalent, bah, on utilise le égal. Et pour tout x, alors voilà, là c'est différent. Donc on n'avait pas vu le pour tout x et il existe dans les propositions. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est tour à tour remplacer x par chaque élément du domaine. Donc bien sûr, on
on ne peut pas le faire mécaniquement puisque le domaine peut être infini, mais c'est pour expliquer comment on interprète la formule. Donc quelle valeur de vérité on donne à la formule. Donc ici, ce que je dis, c'est que pour tout élément du domaine, eh ben, on regarde, donc l'environnement E, on lui rajoute, donc pour ce X, donc pour tout X, donc pour le X, on lui associe la valeur A du domaine qu'on considère, mais on va toutes les considérer, et il faut que ça soit vrai. Donc pour que le pour tout X soit vrai, pour tous les éléments du domaine, donc de notre interprétation, eh ben, la formule doit être vraie. Pareil pour le il existe X, pardon. Là, cette fois-ci, il faut juste trouver un élément de notre domaine d'interprétation pour lequel la formule est vraie. Donc, on rajoute à notre environnement la liaison à X, on associe A, et on regarde, parce que je vous rappelle, dans P, maintenant, il n'y a plus le il existe X. Donc, cette fois-ci, on aura un X qui est libre dans P, mais on lui associera justement la constante A. Donc la petite remarque ici, c'est juste pour dire que en fait, si jamais une formule est close, donc n'a pas de variable libre, eh ben, l'environnement initial n'a aucune importance. Donc bien sûr, on se sert ici, on rajoute dans l'environnement initial des choses. À chaque fois qu'on voit un pour tout, il existe. Mais quand la formule est close, l'environnement initial, du coup, bon, je suis en train juste un peu de répéter 2 fois cette phrase-là, mais bon, bref, n'a pas d'importance. Ok, donc à vous de jouer pour cet exo. Maintenant, il faut, justement, là, on arrive à la formule, à la fonction qui va nous permettre de dire si une formule donnée est vraie ou non pour une interprétation, ici, et un environnement. Donc à vous de jouer. Ok, donc on va aller regarder le code. Encore une fois. Donc voilà, le holds est là. Donc on pattern match sur la formule et si la formule est fausse, donc on rend false. Si la formule est vraie, on rend true. Sinon, si jamais c'est atomique, donc ici on a notre prédicat, on a son nom, on a les arguments. Donc je vous rappelle le pred ici, c'est ce qui nous permet d'interpréter le nom du prédicat, donc la chaîne de caractères. Donc vite fait, si vous ne vous rappelez pas, ça serait là. Donc le pred qui est ici. Donc il nous dit le égal, la chaîne de caractères égale, ben ça s'interprète comme le égal de OCaml. Et on n'oublie pas encore une fois de faire un map pour interpréter tous les termes. Donc tous les arguments, il va falloir leur associer un élément du domaine ici. Donc c'est ce que fait ce map. Et ensuite, ben, du coup, on va pouvoir, tout ça, ça va nous rendre vrai ou faux. Ensuite, comme on a vu, note de P, ben, on appelle récursivement sur P et on fait un note, AND, OR, IMP, si et seulement si. Donc pareil. Donc là, encore une fois, il utilisait des symboles qui sont deprecated maintenant. Et là, c'est plutôt ça qu'il faut utiliser maintenant. Même si OCaml reconnaît encore le et pour le AND et le OR comme ça. Donc là, pareil, on mettrait un petit OU. Alors pour le pour tout, on utilise juste la fonction for all des listes. Donc la fonction for all, en fait, ça c'est un prédicat, donc ça rend vrai ou faux. Et ça va rendre vrai, en fait, si tous les éléments de la liste vérifient cette fonction, ce prédicat. Il existe, c'est pareil. On a une fonction OCaml qui nous prend une fonction ici. Donc cette fonction doit rendre vrai ou faux. Et regarde s'il y a au moins un élément du domaine pour lequel la fonction est vraie. Donc si on reprend de nouveau le pour tout, on voit que le prédicat c'est quoi? Et bien le hold c'est celui-là. Donc on se rappelle récursivement. On redonne encore ici l'interprétation et l'environnement, donc qu'il a appelé V ici. Et ben on lui associe la liaison X, donc le X qui est ici, la variable X, la chaîne de caractères X. On lui associe
l'élément du domaine A et on va balayer chacun des éléments de ce domaine ici. Donc voilà comment on interprète une formule. Donc comment on donne une valeur de vérité à une formule, pardon. Donc on a besoin d'une interprétation ici, d'un environnement pour les variables libres, et on a la formule ici. D'ailleurs, si on reprend ici alors les interprétations qu'on avait vues, donc ici on va utiliser la fonction qu'on vient de définir sur l'interprétation modulo 4. Donc l'environnement ici, il n'y a aucune association au début, puisqu'il n'y a pas de variable libre en fait là-dedans. Et on utilise cette formule-là, donc on dit pour tout x, si x est différent de 0, ça implique qu'il existe un y, tel que x est un inverse en fait. Donc pour l'interprétation modulo 4, c'est pas vrai. Tout élément n'a pas d'inverse, donc tout élément différent de 0. Donc si on prenait par exemple 2 pour x, 2 fois quelque chose modulo 2 fois un y donné devrait être égal à 1. Est-ce qu'on peut trouver un y pour cela? Donc 2 fois 0, bon, on peut tout essayer. 2 fois 0 ça fait 0, 2 fois 1 ça fait 2, 2 fois 2 ça fait 4, donc modulo 4 ça fait 0. 2 fois 3, 6, modulo 4, 2, donc on voit bien que par exemple pour 2 ça marche pas, donc oui. Donc là c'est normal qu'il nous rende faux, parce qu'on voulait que ce soit vrai pour tous les x, et on en a trouvé un pour lequel c'est pas vrai. Mais par contre, si on prend l'interprétation de l'algèbre de Boole, donc encore une fois, là il n'y a pas de variable libre, donc l'environnement de départ, il peut y avoir aucune liaison dedans, et bien cette fois-ci c'est vrai. Si x est différent de 0, on n'a plus que 1. Donc 1 et, parce que le fois ça s'interprète comme un et quelque chose doit être égal à vrai, donc oui on peut prendre y ici qui vaut 1. Donc là on aura bien l'égalité. Donc là ça marche bien. Donc on voit que pour une même formule, donc la formule ici, donc qui est la même qu'ici, suivant l'interprétation qu'on donne, donc ici l'environnement de départ c'était pas important, mais suivant l'interprétation, elle peut être fausse ou elle peut être vraie. Et du coup on a une infinité d'interprétations possibles, donc d'où la difficulté pour dire si une formule est toujours vraie. Ok, donc ça c'est juste une petite définition, donc on dit qu'une interprétation M et un environnement E donc, forment un modèle d'une certaine formule f, en fait, si ça c'est vrai. Donc si dans cette interprétation et avec cet environnement, la formule f est vraie. Donc je vous rappelle, hein, le holds, quand on écrit du code en OCaml, ça utilise des domaines finis forcément, mais le holds ici, c'est pas le holds de OCaml, c'est le holds plus général qui marche avec n'importe quel domaine. Donc là, ce qu'on va dire, c'est que l'interprétation d'algèbre de Boole qu'on avait faite pour cette formule-là, avec n'importe quel environnement ici de départ, c'est un modèle pour cette formule-là. D'ailleurs, on peut tester en... Alors, lequel on peut prendre? Quelle formule? Si on prend modulo... Alors, j'ai dû déjà l'écrire. Ok. Alors, juste dans leur code, dans le code de l'auteur, on peut mettre ici modulo ce qu'on veut. Donc là, ici, on va faire une interprétation modulo 4. On reprend la formule de tout à l'heure et on voit bien que c'est faux. Mais si on change le modulo, si on met modulo 3 par exemple, elle devient vraie. Modulo quelque chose d'autre, je sais pas, 30, elle est fausse. Donc on voit voilà, que cette formule-là, en fait, ça dépend de l'interprétation. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il existe des formules qui ne dépendent pas d'une interprétation, qui sont toujours vraies, par exemple, ou toujours fausses? Et oui, on va voir ça bientôt. Justement, on voit ça maintenant. Donc, on dit qu'une formule f est une tautologie. Donc, si et seulement si, elle est toujours vraie en fait. Indépendamment de l'interprétation M et de l'environnement E, cette formule est toujours vraie. Alors,
en fait, on peut raisonner en fait sur la formule. Et par exemple, si on regarde celle-là, donc tout x a de x ou non a de x. Ah oui, alors je rappelle encore une fois que le tout x ici, il porte vraiment sur toute la formule. Pour l'arrêter, j'aurais dû faire ça, et là, il aurait porté simplement sur ça. Donc ne vous trompez pas sur cette interprétation-là des quantificateurs. Donc en fait, celle-là, en raisonnant, on peut voir qu'elle est toujours vraie, puisque un prédicat donné, A, c'est soit vrai, soit faux. Donc si jamais ça c'est faux, forcément ça c'est vrai, et vice-versa. Donc ça, en fait, c'est indépendamment de l'interprétation et de l'environnement. D'ailleurs, l'environnement ici ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de variable libre. Et ben c'est toujours vrai. Ok, donc à vous de jouer sur cette formule-là. Essayez de me montrer que c'est une tautologie. Donc cette formule, on l'appelle le théorème des buveurs parce qu'on a l'impression, alors si P c'est boire, on a l'impression que si quelqu'un boit, alors tout le monde boit. Donc essayez de me montrer que c'est une tautologie. Donc vous allez devoir faire un raisonnement en fait, une démonstration. Donc comment peut-on procéder? En fait, je vais prendre deux cas. Donc le premier cas, ça va être, donc, il existe quelqu'un qui ne boit pas. Donc si il existe quelqu'un qui ne boit pas, je peux prendre ce quelqu'un, celui qui ne boit pas pour le x ici. Donc ça veut dire que P de x ici est faux. Et du coup, l'implication est forcément vraie. Parce que vous vous rappelez, faux implique n'importe quoi, c'est vrai. Maintenant, le deuxième cas, donc le contraire de ça, il existe quelqu'un qui ne boit pas, c'est tout le monde boit. On ne peut pas trouver en fait quelqu'un qui ne boit pas, donc ça veut dire que tout le monde boit. Donc à ce moment-là, en fait, P sera toujours vrai, et P ici sera toujours vrai. Donc vrai implique vrai, c'est vrai. Donc la formule est encore vraie. Donc c'est bien une tautologie en fait. Et on voit que ce qu'on a fait ici, c'est une démonstration. J'ai fait une démonstration par cas, j'ai dit premier cas, deuxième cas, etc. Donc là, la définition d'équivalence sémantique, donc vous allez voir, c'est la même chose que dans le langage des propositions. Donc on dit que deux formules A et B sont sémantiquement équivalentes. En fait, si pour n'importe quelle interprétation donnée n'importe quel environnement, bah, elles ont la même valeur. Donc on voit ici, ça a la même valeur, vrai ou faux. Et on notera, comme dans les propositions, A sémantiquement équivalent à B. Et ce qu'on avait vu dans les propositions, c'est pareil en fait. Ça, c'est pareil que de dire que A équivalent à B est une tautologie. Alors, voici quelques équivalences sémantiques donc en plus par rapport à ce qu'on a vu dans les propositions. Bien sûr, toutes celles qu'on a vues dans les propositions, ça tient toujours puisque le langage des propositions est un sous-ensemble du langage des prédicats. Donc ça, c'est dire, donc celle-ci, c'est, je dis qu'il n'existe pas de x tel que A est vrai. Donc s'il n'existe pas de x tel que A est vrai, c'est pareil que dire pour tout x, A est faux. Donc on a quelque chose de similaire ici. Si je dis que il n'est pas vrai que A est vrai pour tous les x, ça veut dire que je peux trouver un x tel que A est faux. Alors celle-ci, donc ça veut dire, donc ça c'est vrai, donc vu que vrai est équivalent sémantiquement à cette formule-là, c'est-à-dire que cette formule-là est toujours vraie. Donc on n'a qu'à regarder, si jamais ça c'était faux, de toute manière l'implication serait vraie. Maintenant si ça c'est vrai, l'antécédent est vrai, je vous dis que pour tout x, P est vrai. P de x est vrai. Donc forcément, si je prends n'importe quel terme, et ben ça sera vrai, puisque c'est vrai pour tout. Ensuite, alors celle-ci, ouais, on n'a qu'à regarder. Ça c'est important cette remarque-là, où x n'est pas libre dans B. Donc on n'a qu'à essayer, vous avez qu'à essayer de faire ça, voir pourquoi c'est important en fait. Imaginons, on va prendre ça, et on va prendre celle-là.
Donc encore une fois, je vous rappelle, hein, le tout x, il porte sur tout. Là, ici, il est bloqué par les parenthèses. Donc essayez de me montrer pourquoi si x est libre dans B, ça va pas ça. Donc vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo et réfléchir à ça. Alors imaginons, j'ai un domaine avec deux éléments, par exemple A, B. Donc ça c'est mon domaine. Et je vais dire que A, on va dire que A de A c'est vrai. On va dire que A de B c'est faux. On va dire que B de A c'est faux. Et B de B c'est vrai. Alors si on regarde ça, notre formule elle est vraie, puisque si on balaye x, quand x vaut a, on a a de a qui est vrai, donc c'est bon, même si b de a c'est faux, comme c'est un ou, c'est ok. Et pour b, maintenant, on a a de b est faux cette fois-ci, mais b de b est vrai. Donc c'est bon, ça c'est toujours vrai. Donc ça c'est bien vrai. Maintenant si je regarde ça, ici, on a tout x a n'est pas vrai, puisque il est vrai pour petit a, mais il est faux pour petit b. Et si jamais j'associe à x qui est libre maintenant dans B, si mon environnement à x, j'associe la valeur a, et B de A comme c'est faux, voilà, cette formule-là, elle est fausse maintenant. Donc voilà, c'est important que x ne soit pas libre dans B. Donc puis on a les mêmes choses ici. Donc on a la notion de satisfiabilité de la même manière que ce qu'on avait vu pour les propositions. Donc on dit qu'un ensemble de formules, donc ici par exemple, est satisfaisable si et seulement si il existe donc une interprétation et un environnement qui rendent vraies toutes les formules de l'ensemble. Et je vous rappelle, c'est bien le même environnement, et la même interprétation qu'on applique à chacune des formules. Donc une contradiction, donc un ensemble est contradictoire si et seulement si on arrive à trouver aucune interprétation et aucun environnement qui rendent vraies les formules de l'ensemble. Donc celle-là, par exemple, cet ensemble-là est contradictoire puisqu'on a tout x p de x, et ça, c'est justement non tout x p de x. Donc on avait vu que ça, c'était équivalent à il existe x non p de x. Donc on voit ça, c'est ça. Donc bien sûr, c'est le contraire de ça. Donc on ne pourra jamais trouver quelque chose qui rende vrai les deux en même temps. On retrouve maintenant notre notion de conséquence valide, donc avec la notation qu'on avait déjà vue, et c'est la même chose. Donc on dit qu'une formule A est conséquence valide d'un ensemble H si, quand on a donc une interprétation et un environnement qui rendent vrai toutes les formules de H, et ça doit rendre vrai A. Donc si ça ne rend pas vrai H, on s'en moque, à vrai dire. Et comme on avait vu, si H est l'ensemble vide, ça veut dire que cette notation-là veut dire que A est une tautologie. Ok, donc là, petit résumé de ce qu'on a vu, donc pour faire la différence avec le langage des propositions. Donc, dans le langage des propositions, comme je vous ai déjà dit, l'étape de vérité nous permettait de savoir si une formule est une tautologie, est contradictoire, est conséquence valide, etc. En fait, on pouvait répondre à toutes les questions avec l'étape de vérité. Maintenant, le gros problème, c'est ici, c'est que les tables de vérité sont remplacées par des interprétations et des environnements, et il y en a une infinité. Donc on ne peut plus passer en revue systématiquement comme on faisait avec les tables de vérité, chaque ligne de la table de vérité. Là, il n'y a pas d'équivalent. Mais, alors, oui, on n'a pas non plus de moyens mécaniques en fait pour décider si une formule est une tautologie ou si une formule est conséquence valide d'un ensemble de formules. Donc, si on regarde ce théorème-là,
Donc ça nous dit la logique du premier ordre est indécidable. Alors en passant, je ne sais pas si j'avais vu avec vous, c'était quoi la notion d'indécidable. Non, je ne sais plus. Bon, je vous le refais vite fait. Ça, oui, je l'ai fait en 4 infos, en compilation. Donc je crois que c'est là où je l'ai vu. Donc, indécidable, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'algo. On ne peut pas écrire un algorithme qui réponde à la question. L'un des problèmes les plus célèbres d'indécidabilité, c'est le problème de l'arrêt. Est-ce qu'un programme donné se termine tout le temps ou peut boucler? Donc, imaginons, la petite question que je vous pose, c'est imaginons, j'ai un programme qui s'appelle alt. Vous pouvez lui donner un autre programme en paramètres, donc n'importe quelle fonction, f, et il va vous dire, ok, ça se termine, ça bouclera jamais à l'infini, ou, ah, non, ça peut boucler à l'infini. Donc, ça, le alt, vous ne pouvez pas l'écrire en fait, c'est indécidable. On ne peut pas écrire un algo qui répondra à cette question. Et ma question pour vous, c'est essayez de me montrer que si vous aviez ça, vous pourriez écrire une petite fonction qui serait, enfin bizarre, parce qu'elle serait contradictoire, elle ferait quelque chose d'étrange. Donc on n'a qu'à essayer d'écrire la fonction bizarre qui prend même pas de paramètres, à vrai dire, et qui utilise alt. Donc en fait l'idée c'est, j'essaie d'obtenir une contradiction avec alt. Donc je vous laisse, il n'y a pas grand chose comme ligne, je vous laisse écrire ça. Donc si j'ai alt qui existe, donc je mets la fonction que je veux. Donc bizarre, je peux écrire ça comment? Je peux dire, ben, si alt de bizarre, alors une petite boucle infinie. Alors pourquoi c'est contradictoire? Donc si jamais alt de bizarre me rend vrai, alors bizarre, bah, il va boucler. Et si alt de bizarre me rend faux, bah, le if il passe pas et je boucle pas. Donc c'est contradictoire. Donc voilà, donc d'avoir ce alt, c'est pas possible. Donc voilà, ça vite fait pour dire, on dit que alt est indécidable, on ne peut pas l'écrire. Donc la logique du premier ordre est indécidable. Donc ça veut dire qu'il n'existe pas d'algorithme pour décider si une formule f, donc de ce qu'on vient de voir, la logique du premier ordre, est une tautologie. Donc c'est-à-dire un algorithme qui s'arrête toujours en disant oui si f est une tautologie ou non si ce n'est pas le cas. Par contre, on a quelque chose qui est bien quand même, c'est que la logique du premier ordre est semi-décidable. Vous verrez, c'est ce qu'on va faire bientôt, c'est qu'on va pouvoir, si une formule est une tautologie ou est une conséquence valide d'un ensemble d'autres formules, on va pouvoir lancer notre système de démonstration automatique et au bout d'un moment, il va s'arrêter en nous disant oui. Par contre, il peut boucler. Il peut boucler à l'infini. Donc, si jamais on lui donne une formule et que ça prend très longtemps, on ne sait pas en fait si il faut attendre 1 minute de plus, 10 minutes de plus, 1 an, 1000 ans, 1 million d'années, ou c'est parce que justement la formule n'est pas une tautologie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de semi-décidable. Donc c'est quand même pas mal, mais bon, on ne sait pas quand ça se met à boucler si c'est faux ou s'il faut attendre plus longtemps. Donc petit exo sur toutes ces définitions. Donc on va regarder, vous allez essayer de me dire si cette formule-là, pour cette interprétation M, donc est-ce que M, donc ici, est un modèle de la formule G. Donc vous devez me dire, est-ce que cette formule-là est vraie dans cette interprétation?
Alors vous voyez, on n'a pas de notion d'environnement ici, parce que si vous regardez bien, là-dedans, il n'y a aucune variable libre. Alors oui, ici c'est une constante, le A. Et voilà, à vous de jouer. Ok, donc ce qu'on peut faire, c'est réécrire la formule avec les symboles ici. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner il existe x, ensuite p c'est inférieur, donc on a a c'est 1, donc x est strictement supérieur à 1, et quoi? Et alors on a tout y, il existe un z tel que, alors q ici c'est l'égalité, donc on a x égale le f c'est fois, donc x égale y fois z. Ça implique quoi? Ça implique que y égale 1 ou y égale x. Ok, alors est-ce que vous voyez mieux en l'écrivant comme ça? Elle parle de quoi cette formule-là? Donc que veut dire cette formule? En fait, vous allez voir qu'elle décrit des nombres bien connus, une propriété bien connue. Donc ça nous dit il existe un x, donc un entier, strictement supérieur à 1, et pour lequel, si on peut décomposer ce x en y fois z, et bien ça implique quoi? Que y égale 1, donc si y égale 1, ça veut dire que z serait x, ou y égale x, donc à ce moment-là, ça voudrait dire que z est égal à 1. En fait, ça veut dire que le x ici, il n'est divisible que par 1 et par lui-même. Et ce x est donc strictement supérieur à 1, c'est un nombre premier. Donc cette formule-là, elle nous dit il existe un nombre premier. Et on sait que c'est vrai, il suffit de prendre x égale 2, c'est bien un nombre premier. Donc si on reprend cette formule-là avec x égale 2, on voit 2 est bien strictement supérieur à 1. Et alors si je peux décomposer 2, j'ai bien 2 égale par exemple à 2 fois 1. Et donc ça implique bien ça. Donc ça c'est vrai, mais ça du coup c'est bien vrai, puisqu'on a bien 2 égale 2. Et sinon on pourrait avoir 2 égale 1 fois 2. Et là encore une fois c'est vrai. Donc ici je rappelle ça serait le x, ça serait y, ça serait z. On aurait bien y égale 1, voilà ça marche déjà, ou y égale 2. Donc petit exo encore pour vous. Donc vous avez ces trois formules-là, et ce que je vous demande, c'est trouver d'abord un modèle à domaine fini qui rende vrai les trois formules. Ensuite, un domaine, donc un modèle M2 à domaine infini qui rende encore une fois vrai les trois formules-là. Et ensuite montrer que cette conséquence valide n'est pas vraie. Donc pour montrer qu'une conséquence valide n'est pas vraie, il faut juste trouver un contre-exemple. Donc un contre-exemple, je vous rappelle, ça serait un modèle pour lequel ces formules-là A1, A2 et A3 seraient vraies, mais ça, la conclusion serait fausse. Alors moi, ce que je fais, si on me pose la question, trouver un modèle à domaine fini, j'essaye d'en trouver un avec un domaine avec un minimum d'éléments pour que ce soit plus facile. Par contre, si ah oui, là c'est un peu... Ah ouais, en fait, c'est vrai qu'elles sont un peu faciles les deux si on remarque quelque chose. Après, par contre, celle-là, ça sera pas si facile. Mais oui, chaque année, en fait, plusieurs étudiants remarquent que c'est facile les deux premières questions. Donc, je vous laisse essayer de trouver pourquoi c'est facile, mais celle-là sera pas facile quand même, normalement. Pas si facile. Ok, alors pourquoi c'est facile, en fait? Il n'y a aucune négation là-dedans. Donc, on peut prendre le domaine qu'on veut, les fonctions qu'on veut. Suffit de dire, en fait, que P est toujours vrai. Et ces trois formules sont vraies. Donc, que ce soit un domaine fini ou un domaine infini. Donc ça marche pareil.
il n'y a pas de négation en fait, donc on n'a aucun problème. Ok, donc ces deux-là, c'est vite fait plié. Mais maintenant, faut trouver, par contre, faut prouver que ça c'est faux, donc un contre-exemple. Donc là, ça marche plus notre truc de dire que tout est vrai, parce que si tout est vrai, ben ça c'est vrai, mais ça c'est vrai aussi, donc la conséquence valide est ok. Donc à la limite, vous avez qu'à essayer de trouver un domaine infini. Il y en a, et prenez, juste pour vous aider, prenez D égale les entiers naturels. Et du coup là, il faut me trouver ça vrai, ça vrai, ça vrai et ça faux. Donc je vous laisse réfléchir à ça. Ok, donc il faut qu'on interprète les différents symboles. Donc déjà on a dit que nos domaines c'était N, ça c'est fait. Alors ça a l'air de ressembler à la transitivité. Donc je sais pas, prenons par exemple P, ça serait strictement inférieur. On va essayer inférieur, strictement ou inférieur ou égal, on va voir lequel marche, mais ici ça nous dit tout x, tout y, tout z, x inférieur à y et y inférieur à z, ça implique que x inférieur à z. Donc ça c'est vrai pour le prédicat strictement inférieur. Alors là par contre il faut qu'on trouve des constantes. Donc là on aurait a inférieur à x ou b ou x inférieur à b. Ok, alors ça va être important pour celui-là. Donc celui-là, ça voudrait dire il existe un x. X est strictement inférieur à a. Ah, ça serait pas mal de prendre 0 pour a, parce que ça serait faux. Dans les entiers naturels, on n'aura pas d'élément inférieur à 0. Donc déjà, ok. A, on l'interprète comme valant 0. Et là, il faut qu'on rende ça vrai par contre. Alors ici, ça nous dit que x est strictement supérieur à 0 ou il suffit de prendre 1. Ok, là c'est bon. On aura bien ça. Ça c'est toujours vrai. Donc on peut prendre b qui vaut 1 et on est bien. Et ça alors, bon ça doit pas être trop dur. On a x inférieur à f de x. Ben, si on prend f comme fonction successeur, donc f ça serait quoi? X donne x plus 1. Alors je vous rappelle, hein, on peut pas... La fonction, il faut bien qu'elle mappe les éléments du domaine dans le domaine. Donc on ne pourrait pas par exemple prendre x donne x moins 1, puisqu'on pourrait sortir du domaine qui est les antinaturels, qui sont les antinaturels. Ok, donc on a réussi à rendre tout ça vrai. Et ça, en fait, oui, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de x tel que x est strictement inférieur à 0. Donc c'est gagné. Donc on a trouvé un contre-exemple. Donc avec le domaine c'est n, le prédicat c'est strictement inférieur, la fonction f c'est successeur, la constante 0, la constante a ça vaut 0, la constante b ça vaut 1, c'est ok. On a bien montré que c'était pas vrai, que la conséquence valide ici n'est pas vraie. Ok, donc je pense qu'il est temps de m'arrêter là. Donc je m'arrête là pour cette vidéo.